Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous nous retrouvons dans ce nouveau décor et pour presque une heure de direct, nous nous apprêtons à accueillir dans quelques jours le mois sacré du Ramadan. Je serai heureuse de vous accompagner tout le long de ce mois au cours duquel nous vous proposons des sujets en rapport avec le jeûne et le bien-être. Nous tenterons de vous donner les moyens d'accomplir ce troisième pilier de l'islam en toute sérénité. Pour ce numéro, nous anticipons déjà puisque nous nous intéressons au jeûne chez les malades chroniques. En effet, jeûner n'est pas toujours sans risque pour les personnes souffrant de diabète, d'hypertension ou encore d'une autre maladie nécessitant une prise médicamenteuse régulière. Nous allons tenter de vous éclairer sur la possibilité de jeûner ou pas lorsque vous souffrez d'une maladie viscérale. Avec mes invités, on vous rappellera l'importance de revenir à chaque fois à votre médecin traitant qui lui seul saura vous conseiller. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Adjout Naïma. Vous êtes cardiologue, bienvenue. Merci, ravie d'être avec vous. Merci. Et j'ai également le plaisir de recevoir Dr Hamouten Fatiha. Vous êtes endocrinologue à Ain Defla. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Et j'ai également le plaisir de recevoir le professeur Nazim Laraba. Vous êtes spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Bab el-Oued Aix-Mayo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous tous de venir éclairer nos téléspectateurs sur ce sujet très important. Alors, pour tous les Algériens, quasiment tous les Algériens, accomplir le troisième pilier de l'islam, en l'occurrence le jeûne, sauf... est quelque chose de très important, sauf que pour certains, comme je le disais à l'instant en préambule, cela n'est pas sans risque. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut définir déjà qui peut jeûner et qui ne doit pas jeûner ? Alors pour le jeûne du mois de Ramadan, comme je suis diabétologue, on parlera des diabétiques. Oui. Il y a 3 groupes de patients. Alors il y a les patients très bien éduqués, très bien sensibilisés, bien équilibrés, et qui ont l'habitude de jeûner même 2 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Le problème se pose dans les patients indisciplinés. Alors, tous les conseils que vous leur donnerez, ils ne les écouteront pas. Et ils ne feront qu'à leur tête, on doit les accompagner. Le 3e groupe de patients, c'est les patients qui sont perdus de vue. Ne consultent pas, ils renouvellent leurs ordonnances et ensuite ils viennent vous voir 4 ans, 5 ans après, ils vous disent « Docteur, est-ce que je peux jeûner ?» Et là, c'est vraiment un problème. Parce qu'on doit d'abord les explorer, leur faire un bilan biologique, voir leur état, voir leur diabète, comment est leur diabète. Ensuite, voir l'état de leur foie, du bilan donc, hépatique, lipidique, voir comment ils sont. Donc, un bon examen, un interrogatoire, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, les objectifs sont différents, personnaliser les objectifs pour chacun. Oui. D'accord. Et ça, c'est un travail quand même qui est long. On doit impertinemment les habituer à se faire examiner ou à aller demander est-ce qu'ils peuvent jeûner 2 mois à 1 mois et demi avant le mois de Ramadan, oui, pour avoir le temps. Peut-être pour les diabétiques aussi, il faudrait retenir que les diabétiques, par exemple de type 1, ne doivent pas jeûner déjà. Ah non, mais ça c'est clair. Très tôt, on leur demande, parce qu'on a des enfants qui sont très jeunes et que l'on a suivis pendant 20 ans, pendant 15 ans, c'est clair chez eux. Ils ne jeûnent pas et on explique à leurs parents, ça c'est un travail de fond qui est fait. D'accord. Mais des fois, il arrive qu'on a des diabétiques de type 1 et qui veulent jeûner. Pour eux, il ne serait pas normal de ne pas jeûner. Et là, c'est différemment. On doit les accompagner, leur expliquer pour éviter de grandes complications, de grosses complications pendant le mois de Ramadan. Absolument. Professeur Adjout, on parle beaucoup quand arrive comme ça le mois du jeûne. On parle beaucoup des diabétiques parce qu'ils représentent quelque chose comme 14% de la population. On parle aussi des hypertendus parce qu'aujourd'hui, on a plus du tiers de la population adulte qui est hyper tendue. On en parle donc en gros parce que c'est un problème de santé publique qui touche beaucoup de monde, mais on en parle aussi parce que les risques sont énormes. Parfois, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors, effectivement, vous disiez que le pourcentage d'hypertendus sous nos cieux est de 30%. Il faut quand même retenir que 30% d'hypertendus, ce sont les hypertendus qui ont moins de 50 ans. Quand on avance dans l'âge, exactement, quand on avance dans l'âge et quand on est au-delà de 55 ans, ben on va avoir un Algérien sur 2 qui est hypertendu. Effectivement, le problème de l'hypertendu, c'est que souvent c'est un patient qui est paucisymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de symptômes qui vont pousser le patient à venir consulter, auquel cas le diagnostic est fait et le malade va être pris en charge. Ça, c'est un premier volet. Donc je pense qu'il est grand temps de commencer à se dire le dépistage de l'hypertension artérielle devrait se faire à grande échelle et là je pense que c'est le
rôle un petit peu de tous les médecins généralistes qui sont en première ligne. Et quand un patient arrive en consultation, quel que soit le motif pour lequel il vient consulter, la prise de la tension artérielle devrait être systématique. D'une part, et d'autre part, enseigner aussi parfois aux malades à prendre sa tension artérielle à la maison pour voir si éventuellement il serait dans ce créneau d'hypertendu ou pas. Deuxièmement, effectivement, vous avez bien raison de dire que l'hypertension artérielle complique. Et les complications de l'hypertension artérielle ne sont pas des moindres. Alors l'hypertendu va compliquer notamment au niveau de son cœur, notamment au niveau de son rein, au niveau de ses artères. Et donc là, il est indéniable de surveiller nos patients et de leur faire prendre conscience que l'hypertension artérielle, autant sa prise en charge est très simple, autant s'il ignore son hypertension artérielle, elle l'attend au coin de la rue, elle le rattrape avec la complication. Oui. Professeur Laraba, il n'y a pas que le diabète, on a tendance à beaucoup s'attarder sur ces deux pathologies, mais malheureusement, il n'y a pas que le diabète et l'hypertension. Il y a aussi les malades, parce qu'on parle des complications, mais on parle aussi des prises médicamenteuses. On a des malades donc neurologiques, comme l'épilepsie, la Parkinson. On a beaucoup de Crohn en Algérie également. Oui. Alors, est-ce que le risque de décompensation y est aussi pour ce type de maladie? Le souci avec les maladies chroniques en général, que ce soit hypertension, diabète ou maladie auto-immune ou maladie, comme vous dites, Crohn ou tout autre, le souci c'est qu'on va traiter un risque dont le patient n'est pas toujours conscient. La relation de soins qu'on a avec le malade, le projet de soins qu'on construit est différent d'une maladie aiguë. Exemple, si j'ai une angine, je vais voir le médecin, il me donne un traitement, je vois l'effet du traitement. Je vois que j'ai plus mal, j'ai plus de fièvre. Dans la maladie chronique, lorsque je prends un hypertendu, il est difficile de lui dire attention, complications rénales, attention aux complications type infarctus du myocarde ou l'AVC ou quoi que ce soit. Il est difficile de lui dire vous êtes diabétique, ça fait 10 ans, il va vous dire je suis bien, je veux jeûner. C'est une confrontation entre une spiritualité qu'on doit respecter et un risque qui des fois est difficile à pondérer. Lorsqu'on prend un malade, on lui dit à partir de cette année, ça va être compliqué de faire le ramadan parce que vous avez changé de catégorie. Vous êtes passé d'un hypertendu non compliqué, comme a dit le professeur Ajroud, polysymptomatique, ou un diabétique qui était bien équilibré jusque-là, à une catégorie de patients où le risque devient trop grand à supporter pendant le ramadan. Ça, les malades ont beaucoup de mal à comprendre. Exactement. Donc la maladie chronique, on ne guérit pas. C'est une maladie où le soin est constant, où le plus souvent, le malade, avec le temps, acquiert une compétence de la part de son médecin. Et cette compétence, des fois, il refuse qu'il y ait un lien de verticalité avec son médecin. Il refuse que le médecin lui dise ou lui conseille, lui recommande. Il n'y a jamais de directive. On ne dirige pas le malade pour lui dire il faut. Oui. On recommande. On n'est pas dans l'injonction, en fait. Voilà. On est dans la recommandation pour lui dire attention, il y a un risque de... Oui. Tout dépend de la pathologie, des complications qu'on peut attendre. Il y a un risque de si vous faites ramadan. Et le plus souvent, on se retrouve avec des malades, ils sont toute leur vie. Et quand il a 65 ans ou 60 ans, on va lui dire bon, cette année, il va falloir manger le matin. Mais il ne le voit pas, il ne peut pas. Pour lui, toute sa vie, il est prêt à compliquer, à accepter le risque de complication. Il est très difficile. Voilà, il est très difficile de convaincre quelqu'un qui n'a pas totalement conscience du risque. Et c'est là où je suis d'accord avec Dr Hamouten qui parle de sensibilisation, de prévention. Il est vrai que c'est un travail de longue haleine et c'est pas... C'est toute l'année, hein, c'est pas uniquement cette émission arrive juste avant le mois sacré. Bon, on a une semaine, mais normalement, le ramadan il doit se préparer déjà tout au long de l'année. Absolument. Oui. On va revenir en tout cas sur tous ces aspects, c'est l'objet de l'émission. Je vais vous inviter à regarder un reportage justement qui va expliquer peut-être pour nos chers téléspectateurs les risques justement de complications lorsqu'on jeûne malgré l'interdiction de notre médecin. Regardez le reportage. Durant le mois de Ramadan, jeûner pourrait représenter un risque pour la santé des malades souffrant de pathologies chroniques, à l'instar des diabétiques. Quelles sont les recommandations pour les malades insulinodépendants qui s'entêtent à jeûner malgré les risques encourus? Un patient qui est sous un seul type d'insuline, notamment la lente le soir, il peut jeûner normalement. On diminue la dose de 15 à 30%. Pour les insulines rapides, en général, on diminue la dose du suhoor de 25 à 30% et la dose de l'iftar correspondrait à la dose du déjeuner. Il y a des situations où le jeûne est
formellement contre-indiqués, c'est les diabétiques sous insuline dont le diabète est déséquilibré, qui présentent des complications liées au diabète. Survenant généralement chez les sujets âgés, le diabète de type 2 est moins compliqué à gérer. Il nécessite en revanche un protocole médical spécial Ramadan. Les diabétiques de type 2, en général, c'est beaucoup plus simple. En général, les patients sous monothérapie, telles que la metformine ou les nouvelles thérapeutiques, telles que les gliptines, peuvent jeûner sans problème. Les diabétiques qui sont sous 2 ou 3 traitements, là, il faudrait réajuster le traitement et les répartir sur les 2 repas. Profiter des bienfaits du jeûne pendant le mois sacré, d'une alimentation modérée et progressive. Choisir les bons aliments et avoir une bonne hygiène de vie sont la clé pour une glycémie équilibrée. Ne pas rompre le jeûne avec un repas copieux, très consistant, riche en glucides. Donc privilégier plutôt les légumes verts, les sucres lents à index glycémique bas, éviter le grignotage en soirée, donc tout ce qui est gâteau à index glycémique élevé. Boire beaucoup d'eau, on insiste beaucoup sur l'hydratation en soirée et éviter les boissons sucrées telles que sherbet, les sodas. Après, malgré la tolérance de la religion et malgré les recommandations des médecins, en général, les personnes âgées insistent et s'obstinent à jeûner. Là, il faudrait les accompagner, leur expliquer la surveillance, l'autosurveillance glycémique et demander de l'aide de la famille. Voilà. Même si la religion est tolérante envers les sujets malades et les autorise à ne pas jeûner, certains patients persistent. Avoir l'avis d'un spécialiste est nécessaire. Oui, exactement. Et nous enchaînons justement avec un appel téléphonique avec le docteur Mchria Youssef. Vous êtes théologien islamologue. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, docteur Mchria, les Algériens trouvent ça quasiment impensable de ne pas accomplir le 3e pilier de l'islam. Seulement, cela peut être très dangereux dans certains cas, notamment lorsqu'on est porteur de maladies chroniques. C'est notre sujet ce soir, justement, dans Santé Mag. On aimerait rappeler quand même l'avis de la religion, l'avis de l'islam, lorsque on est porteur de maladies chroniques. Quel est l'avis de l'islam, justement, sur l'accomplissement du 3e pilier ? Tout d'abord, je vous remercie et surtout à vous inviter, les médecins, à tous les auditeurs de notre chaîne préférée. Vous savez que pendant le mois saint du Ramadan, tous les musulmans adultes en bonne santé pratiquant quotidiennement le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à l'adhan de Maghrib. Donc, premièrement, l'observance du jeûne du Ramadan est une obligation pour tout musulman capable de faire le siyam, c'est ça. Mais si le musulman est incapable de le faire parce qu'il est malade, bien souffre pénibillement à cause du jeûne ou parce qu'il a besoin d'être soigné au cours de la journée à l'aide de médicaments, donc c'est là la vie spirituelle, la vie religieuse, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit au Saint-Coran, et il est directement وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ça veut dire quelqu'un qui est malade ou en voyage, alors il jeûne un nombre d'égal d'autres jours. Ça veut dire qu'il est permis aux malades de ne pas faire ça. Et des fois, c'est une obligation aux malades de ne pas jeûner, de ne pas faire le carême. Ça veut dire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ça veut dire s'il fait le jeûne, donc il est incapable de faire guérir, bien il sort de cette maladie. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup sur l'esprit, surtout l'esprit algérien, parce que le siyam, le mois de Ramadan, il est sacré, il est plus sacré que les autres piliers de l'islam, 4 piliers de l'islam. C'est pour ça qu'on travaille pour ça. Donc toujours, nous, on parle sous le contrôle des médecins, et toujours maintenant, le moufti, c'est quoi? C'est pas le moufti, c'est pas l'imam, c'est pas le rédacteur, dont les avis, surtout de santé. Si, par exemple, moi, bien un malade, bien un fidèle me demande est-ce que je peux pas faire, j'ai une maladie grave, j'ai une maladie chronique, hypertension, diabète. Toujours, moi, je dis voilà, tu vas directement, tu demandes l'avis du médecin, d'un spécialiste. Est-ce que c'est permis? Est-ce que vous pouvez prendre vos médicaments avant le iftar, après le iftar? Est-ce que c'est possible? Si l'avis du médecin dit et oblige que ces médicaments-là doivent être pris au jour de carême, donc c'est une obligation,
et ça c'est halal. Voilà. Absolument. C'est-à-dire, docteur Mouchlia, rappelez aussi que l'avis du médecin compte pour une autorité scientifique à laquelle il faut se référer. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Donc, nous, c'est vrai, c'est la vie religieuse. Parce que l'islam, les charia, la religion, c'est une religion de simple. Elle est modérée, elle est tolérante. Par contre, au paradoxe, ça veut dire que quelqu'un qui est capable de faire ça, s'il tombe malade, la récompense, les hasanat, ça reste toujours aux bases de le faire. Donc, ça n'a pas de durée de ne pas faire ça. Donc, toujours, on demande l'avis des médecins, l'avis des spécialistes. Est-ce que cette maladie, le jeune, ou bien le fidèle, bien le serviteur peut faire ce carême avec... Oui, docteur Mouchlia, pour terminer, juste une petite question justement sur cette dimension spirituelle du ramadan, parce qu'on a vu ces derniers jours des spéculations, par exemple, autour de certains aliments comme l'huile de table. Il faut rappeler que ce n'est pas un mois pour manger, mais un mois pour jeûner. C'est vrai, malheureusement, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut bien savoir c'est quoi le message spirituel du mois de Ramadan, du mois du Siyam. Est-ce que c'est un mois de consommation, c'est un mois de faire, de manger avec nos yeux, c'est pas de manger avec réellement. Donc il est triste de le rappeler tellement. Cela devrait être évident et dans la logique du Ramadan, mais il est essentiel d'éviter le gaspillage pendant ce mois de Ramadan, le mois béni. Dieu a dit dans le Saint-Coran, car les gaspillages sont des frères et les moubdines vraiment, c'est malheureusement. Malheureusement, si on consomme 4 repas chaque jour dans les mois quotidiens, normalement, au mois de Ramadan, on va réduire, on va diminuer, voilà. Et c'est ça le vrai siyam, c'est ça le vrai message du mois de Ramadan. Merci beaucoup, docteur Mouchlia, d'avoir été avec nous par téléphone et en direct. On vous souhaite un excellent Ramadan. À vous-même, à tous les invités, voilà. Merci beaucoup. Alors nous sommes un peu victimes, vous me diriez, de fausses croyances. On a tendance à regarder ces derniers temps, notamment avec les posts qu'on voit par exemple sur YouTube, de personnes qui disent carrément que le jeûne peut guérir les maladies chroniques. Est-ce qu'on doit se fier, par exemple pour le diabète aussi, est-ce qu'on doit se fier à ces posts? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Non, c'est des études parmi les dernières études qui sont sorties, le jeûne intermittent, comme le jeûne qui est pratiqué dans l'islam. Alors, les personnes normaux, quand ils jeûnent, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Vous savez que les 10 premiers jours, il y a une installation. Les malades souffrent la première semaine, surtout ceux qui sont dépendants au glucose, dépendants au tabac, au café. Donc, il y a quelque chose qui s'installe. Ensuite, le corps, alors il y a des hormones, je suis endocrinologue, il y a des hormones qui sont sécrétées. Vous savez que le cortisol est sécrété, c'est une hormone qui remonte la tension. Donc le matin, elle est sécrétée à partir de la matinée. Ensuite, elle diminue au cours de la journée. Il y a un cycle qui redevient, qui est physiologique au 10e jour à partir du 10e jour du jeûne. Eh bien, on a des bienfaits du Ramadan qui se voient. On a la leptine qui augmente. La leptine, c'est une hormone qui ne donne pas faim, qui ne fait pas grossir. Au contraire, c'est une hormone qui est très demandée alors qu'on a beaucoup de surpoids. Là, vous parlez des sujets sains, docteur. Oui, sujets sains. Non, nous on parle des personnes malades. Les personnes malades, vous savez que la meilleure des façons, c'est d'expliquer aux patients, dessiner, expliquer, voilà votre diabète, voilà, et expliquer aux patients. C'est une arme thérapeutique que de l'éduquer, parce qu'il va savoir qu'est-ce que j'ai comme traitement. Par exemple, tel traitement n'est pas insulino-sécrétant, donc il ne va pas entraîner d'hypoglycémie. Vous avez quel type d'insuline? Et ça, c'est une arme qu'on donne aux patients. Mais c'est vrai, le problème que vous posez, moi je suis partie à côté, c'est que pour certains patients, multicompliqués, diabétiques, avec des complications dégénératives, ils croient que jeûner, ça va leur rapporter. Non, pas du tout. Ils peuvent au contraire aggraver. Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils vont jeûner, ils vont déséquilibrer leur diabète, ils vont manger très gras et donc aggraver leur dyslipidémie, ils vont manger très salé, épicé, parce que vous savez, le mois de Ramadan, on aime bien exceller dans la cuisine. Et puis la troisième complication, beaucoup de viande. Et on fatigue le rein, le foie.
Oui. Docteur Hadjout, ces patients vont certainement se sentir diminués, hein, comme disait tout à l'heure le professeur Laraba, parce qu'ils ne peuvent pas accomplir le ramadan ou le troisième pilier de l'islam. Mais encore faut-il rappeler qu'il faut revenir à chaque fois à son médecin traitant et pas à n'importe quel médecin, c'est-à-dire le médecin qui nous connaît pour avoir l'autorisation ou pas de jeûner finalement. Effectivement, comme disait tout à l'heure le professeur Laraba, vous allez dire à quelqu'un qui toute sa vie a jeûné, il est à 65 ans, il a une pathologie chronique, notamment une hypertension artérielle ou une cardiopathie, et vous lui dites, bah, écoutez monsieur, à partir de demain, ou madame, le hajj ma tzidej sommé. C'est très très mal vécu. Après, effectivement, il faut s'arrêter et expliquer à ce patient-là pourquoi le jeûne pour lui n'est pas bénéfique. Oui. D'accord ? Et la réflexion de jeûner ou pas jeûner va se discuter avec le malade et c'est au cas par cas. On a des hypertendus qui pourraient faire le jeûne sans problème. On a des cardiopathes qui pourraient faire le jeûne sans problème. Donc vous avez raison de dire, on revient à son médecin traitant. Le médecin traitant qui a suivi ce patient pendant toute une année, qui connaît donc correctement le statut du patient. Et là aussi, comme disait mon collègue, le professeur Laraba, on a un risque cardiovasculaire chez le patient. Ce risque cardiovasculaire est calculé au départ quand on prend en charge ce malade. Donc ce patient qui est hypertendu ou qui a une cardiopathie, autre que l'hypertension artérielle, on le connaît. Donc on connaît son risque cardiovasculaire. Et donc au cas par cas, on va expliquer au patient, oui, vous pouvez jeûner, vous, monsieur, vous ne pouvez pas jeûner. Ceci étant, il faut impérativement leur expliquer les raisons. Il ne faut pas leur dire, écoutez, vous jeûnez pas, et c'est comme ça, et on n'en parle plus. Oui. Professeur Laraba, ce ne sont pas les personnes grabataires, hein, j'ai envie de dire, ou les personnes très âgées qui font peur justement pendant le ramadan, ce sont les personnes qui ont une apparence plus ou moins saine, hein, parce que c'est eux qui vont vous dire, non, je me sens bien, je n'ai rien, je vais quand même jeûner. Il est facile de convaincre un diabétique qui malheureusement a subi une intervention type amputation. Il est facile de le convaincre, de dire voilà, vous êtes au stade de complication et il est temps de ne pas jeûner parce qu'on estime qu'on ne peut pas adapter votre traitement à votre pathologie. On a vu le docteur Messaoudi, je crois, Yasmine, celle qui a parlé à l'instant au reportage, qui disait chaque patient, on adapte le traitement au ramadan. Je réduis de 20 à 30% la dose d'insuline journalière et puis je discute avec lui de comment faire pour adapter au mieux. Donc au cas par cas, il est très compliqué de convaincre quelqu'un d'arrêter, de faire Siam. Il est très très compliqué lorsque celui-ci il a fait pendant de nombreuses années. C'est très facile pour le diabète type 1. C'est des gens, c'est des personnes de... Il y a beaucoup de diabétiques de type 1 qui jeûnent quand même. Le type 1, il a la... Surtout, non, ça c'est par contre ça, il est recommandé que le diabète type 1, attention, il faudrait pas qu'il jeûne. Là, c'est une autre problématique. C'est la problématique du jeune garçon ou de la jeune fille qui à l'école subit les moqueries parce que serait-elle diminuée par la stigmatisation. Donc ça, c'est un autre souci. Mais nous, en tant que praticiens, le souci, c'est chez celui qui toute sa vie a jeûné et il découvre que son médecin lui recommande de ne pas jeûner. Le jeûne, c'est une épreuve. Une épreuve physique, c'est une épreuve également mentale. Et cette épreuve physique, il y a des bienfaits. Comme vous dites sur YouTube, il y a des vidéos qui disent voilà, il y a des bienfaits aux jeunes. Bien sûr qu'il y a des bienfaits sur la pression artérielle, il y a des bienfaits sur le métabolisme, il y a une commutation énergétique qui est voulue. Mais ça, c'est le sujet normal. Oui, le sujet normal. Et puis il y a aussi une autre dimension, peut-être qu'on a tendance à oublier, c'est que le ramadan, c'est un jeûne qui s'inscrit dans la continuité aussi. Quand on jeûne un jour ou deux, c'est pas comme lorsqu'on jeûne 30 jours. Voilà, il y a Dr Hamouten qui a parlé, parce qu'il y a une mode pour les régimes. Il y a le jeûne thérapeutique. Le jeûne thérapeutique, il y a un jeûne intermittent, il y a un jeûne, comme on dit nous, continu, mais le jeûne continu qui est préconisé par les régimes un peu occidentaux pour le but de réduire le poids, ce jeûne-là, ce n'est pas celui de Ramadan. C'est différent. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas complètement de manger. Voilà, il ne s'arrête pas pendant 30 jours. Nous, le fait, donc 29 ou 30 jours, le fait que ça soit en continu et le fait de jeûner le plus souvent, là, actuellement, 12 heures de temps, le jeûne intermittent, c'est on jeûne sur les calories, mais pas sur l'eau, par exemple. Le risque de déshydratation est ridicule et nul. Alors que nous, sur le plan Ramadan, il n'y a pas que, sans offense, il n'y a pas que le glucide qu'on va gérer. On va gérer également le manque de sel, le manque de magnésium. C'est ce qui fait qu'on a... Ça, c'est un point très important que vous venez de... Donc il y a beaucoup de soucis. L'épreuve est totale, je dirais. Et donc c'est pour ça que...
Autant le sujet normal, c'est vrai qu'on reconnaît des bienfaits, même à ce jeûne continu, bien sûr, il y a des bienfaits reconnus, d'accord, mais chez le sujet la personne qui a une maladie chronique suivie et tout, il y a des soucis d'adaptabilité de son traitement. Un hypertendu qui est sous un seul médicament, bien sûr qu'il est facile de déplacer ce médicament et de le dire, bon, vous le prenez le matin, on va le déplacer au soir. Mais celui qui prend un comprimé 3 fois par jour, on ne pourra pas les placer. Hein. Donc il faudra une adaptation, comme pour l'insuline. Et cette adaptation doit être faite par le médecin. Vous me tendez une perche justement pour... alors il y a un point qui a tendance à revenir pour les diabétiques qui se disent hypertendus. Alors ils pensent, beaucoup de gens à tort bien entendu, que lorsqu'on a une hyperglycémie, en jeûnant, on va faire baisser sa glycémie. Alors qu'il y a le problème de déshydratation duquel vient d'en parler le professeur Laraba. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous savez, quand vous leur expliquez et que vous répétez l'explication et vous rajoutez la science, les études qui arrivent. Alors, quand l'hyperglycémie, alors ils pensent pour certains qui n'ont pas été sensibilisés, ils pensent qu'en jeûnant, la glycémie va baisser. Oui. Mais le problème n'est pas là, c'est tout le pancréas qui est malade. Le pancréas n'a pas qu'une cellule qui est malade, c'est la cellule alpha, bêta. Dans les études, c'est plein de sites qui est responsable de ce diabète. Donc le fait de jeûner, quand ils jeûnent, qu'est-ce qui se passe? Le sucre ne baisse pas. Pour certains diabétiques, ça peut baisser parce qu'ils sont sous traitement, soit l'insuline, soit les insulinosécréteurs. Et d'autres diabétiques, alors carrément, ils arrêtent leur traitement pour éviter l'hypoglycémie, mais ils font de l'hyperglycémie parce qu'il y a une hormone qui est sécrétée par le pancréas, qui est le glucagon, qui va remonter, faire augmenter, même si la glycémie est élevée, il élève encore la glycémie et on entraînerait une hyperglycémie et c'est très grave parce que c'est ce qui est... Voilà. Professeur Adjout, on a parlé un peu comme ça, en gros, des personnes qui sont interdites de jeûner. Alors, pour les personnes qui sont autorisées à jeûner, comment ça se passe généralement avant le ramadan? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on n'est pas dans l'injonction, on est plus dans la discussion, voilà, j'ai envie de dire, la négociation presque. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des analyses, par exemple, à faire? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à faire avant le ramadan pour s'assurer que cette personne peut jeûner? Comment ça se passe? Alors, en cardio, on a deux types de pathologies. On va mettre l'hypertension artérielle d'un côté et les autres pathologies cardiovasculaires de l'autre côté. Alors en général, quand on est devant une hypertension artérielle, très souvent les hypertendus, ça peut être une hypertension artérielle relativement bien équilibrée. Bien sûr qu'on essaye de voir nos malades avant, qu'on discute avec les patients avant et qu'on fait un bilan avant. Après, combien de temps généralement? 3 mois, 2 mois? Vous savez, les malades viennent en consultation tous les 3 mois. Donc en principe, avant le jeûne, on doit aller voir au minimum le mois d'avant. Donc là, le bilan est fait et en fonction du stade de leur hypertension artérielle et en fonction, bien sûr, du nombre de molécules qu'ils ont, on va décider si oui ou non notre patient peut jeûner. Heureusement qu'actuellement, en matière d'hypertension artérielle, dans les traitements, on a ce qu'on appelle des combinés. C'est-à-dire, dans la même molécule, on va avoir 2 médicaments, ce qui facilite la vie. D'accord ? D'autre part, ces médicaments vont avoir une durée d'action de 24 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le malade a pris son comprimé, tous les jours à la même heure, il va être couvert sur les 24 heures. Même quand nos malades sont dans une bithérapie, c'est-à-dire ils ont 2 types de médicaments, on peut en donner un le matin et on peut en donner le soir. Et là, ils vont être couverts, sous réserve qu'il s'agisse d'une hypertension artérielle équilibrée, sans complications. Si on est devant une hypertension artérielle qui est résistante ou qui n'est pas du tout à l'équilibre, celui-là, on va lui proposer de reporter éventuellement son jeûne, ou alors éventuellement, il y a d'autres méthodes pour compenser le jeûne par rapport à la religion. Donc là, maintenant, on a la deuxième catégorie de malades, ce sont des patients qui ont des cardiopathies autres qui ne sont pas une hypertension artérielle. Là aussi, on les voit avant. Et en fonction de la cardiopathie qu'ils ont, on va décider ou pas de les laisser jeûner et d'essayer de les accommoder aux horaires de Ramadan par rapport à leur thérapeutique. Oui. Alors, professeur Laraba, justement, on parle toujours de négociation avec son patient, avec son médecin. Comment ça se passe? Alors, si on va autoriser un malade à jeûner, quelles sont les règles d'or, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il faut avoir un glucomètre à portée de main? Est-ce qu'il faut avoir un tensiomètre à portée de main? Est-ce qu'il faut continuer à se surveiller? Par exemple, pour une personne qui vient de découvrir qu'elle est diabétique, ça arrive souvent, ou qui vient de découvrir qu'elle est hypertendue, comment ça se passe en gros? C'est plus simple lorsque le malade ne connaît pas sa maladie. Je vais vous dire, parce que le malade, à un moment donné... Il a peur au départ. Non, la relation avec le médecin, elle est, j'allais dire, bizarre dans les maladies chroniques. On a l'impression, quand le malade vient au médecin, il sait ce qu'il veut.
limite, il pense connaître la maladie mieux que son médecin. Et c'est là où il y a un souci. Et je vous disais tout à l'heure que le risque, des fois, n'était pas palpable, n'était pas visible. Facile de dire à un monsieur qui a fait un AVC parce qu'il est hypertendu, de lui dire cette année, écoutez, vous êtes sous cas de traitement, on ne peut pas diminuer, on va faire en sorte de... Mais des fois, pour dire acheter à résistante, vous savez, le malade, on ne va pas lui dire prenez votre tension 3 fois par jour pendant Ramadan parce qu'on va essayer de faire sans traitement. C'est difficile, c'est très compliqué. C'est très compliqué à telle enseigne que, je vous dis, hein, je pense que les médecins redoutent même la question de dire est-ce que je fais Ramadan ou pas. En général, le plus souvent, c'est abordé par le patient. Vous dites que est-ce qu'il y a une consultation pré-Ramadan? C'est ça votre question. Ça veut dire est-ce que le médecin, avant Ramadan, ça se fait pour le diabète. Je parlais aussi des mesures qu'on doit prendre si on est malade. Je vais vous dire, pour le diabète, ça se fait parce qu'il y a une adaptation qui doit se faire en termes de thérapeutique. Parce qu'il y a des thérapeutiques qui sont prises au moment des repas. Dans l'hypertension, ça se fait beaucoup moins. On a toujours un peu peur de froisser, d'aller toucher la corde sensible. Si le médecin vient aborder et dire, bon, dans un mois, c'est Ramadan, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'à un moment donné, le patient peut vous dire je fais ce que je veux. Oula. Et donc c'est pour vous dire que des fois, il vaut mieux que la question soit posée par le patient pour certaines pathologies où le risque n'est pas palpable, et puis ensuite on essaie d'apporter une réponse plutôt que l'inverse. Parce que on peut vivre très mal cette intrusion dans notre spiritualité. Oui, mais ça fait partie du devoir du médecin quand même de veiller à ce que le malade ne se mette pas en danger. De répondre à des questions, de conseiller. Mais des fois, il y a une intrusivité qui peut ne pas être acceptée, surtout en termes de spiritualité et de religion. Donc, oui. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que souvent, les malades abordent eux-mêmes le problème en arrivant et en vous disant... le hakim ou la hakima nsoum ou la mansoum par rapport à la pathologie que j'ai. C'est très bien. Ceci étant, si le patient n'a pas posé la question, en tout cas chez nous, un malade qui a une cardiopathie ischémique par exemple, même si on le voit à un mois du Ramadan, on le voit à un mois du Ramadan. C'est plus facile, professeur Rajboul. On commence à en parler. On commence à en parler, même si vous dites à un mois, on se dit, bon, peut-être qu'il... J'imagine qu'aujourd'hui, on en parlait déjà avant ce direct, vous me disiez quand même que ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de malades qui vient demander et poser la question, justement. C'est ça qui est peut-être rassurant aujourd'hui. Exactement. Et en vous disant, j'ai été voir l'imam de mon quartier qui me dit, il faut plutôt voir avec le médecin. Donc là, pour revenir, si le patient n'a pas posé la question, pour certains malades, il est de notre devoir de dire... attention, cette année, il va falloir commencer à réfléchir dès maintenant et vous préparer à laisser passer Ramadan. Oui. Il y a un point très important aussi. Alors, j'ai parlé du tensiomètre, j'ai parlé du glucomètre. J'imagine que la réponse est oui, finalement, parce que je pense qu'on est parti sur d'autres pistes. Mais un malade devrait les avoir à portée de main, j'imagine, quand on est malade. Alors, il y a un autre point aussi qui est très important. Quand on autorise un diabétique, par exemple, ou un hypertendu, encore une fois, à jeûner, l'idée aussi est de lui expliquer que lorsqu'on se sent mal, il faut accepter de rompre le jeûne, même à quelques minutes de la rupture, de l'appel à la prière, à 2 minutes, parce que ça aussi c'est compliqué. Bien sûr, même à 1 minute, dès que c'est inférieur, juste avant le jeûne, à 0,60 grammes, il est obligé de rompre le jeûne. C'est pour ça qu'il est impératif d'expliquer très grave. Et de connaître le genre de traitement qu'ils ont, même si le patient est illettré, mais le fait de lui répéter quel type de traitement tu as. Le traitement, le pancréas, donc c'est pas un insulinosécréteur, donc il sait qu'il ne fait pas d'hypoglycémie. Tu as 2 types de médicaments. Quel type de médicament? Insulinosécréteur. Insulinosécréteur, c'est que ça va vers le pancréas et ça nous donne de l'insuline. Alors il y a les insulinosécréteurs de courte durée, de technologie récente, de dernière génération. Expliquez aux patients. Et puis les types d'insuline. Vous savez qu'il y a des insulines rapides. On peut donner de l'insuline rapide pour les malades qui font des hyperglycémies après le ftor jusqu'à 3 grammes. Ils sont à 0, on va dire 0,70 et juste après le ftor, ils montent à 3 grammes. Et pendant un mois, c'est des cours. Quelles sont les valeurs, docteur Hamoutan? Alors, si on peut rappeler, parce que ça c'est très important, à quel moment il faut rompre le jeûne? Il ne faut pas qu'il ait d'hypoglycémie. Alors, débuter sa journée
avec des glycémies inférieures à 0,70 parce que la journée va être longue. Donc s'il commence déjà à 0,70, ça va baisser encore. Et juste avant la rupture du jeûne, il ne faut pas que ça soit inférieur à 0,60. Et dès que ça monte à 3 grammes, soit en post-iftar ou pendant la journée, il faut contre-indiquer le jeûne à ce patient parce que la glycémie est très élevée. Et donc le patient, quand il est sensibilisé, connaît quel genre de médicament il a, quel type d'insuline, c'est une insuline lente, c'est une insuline rapide, déjà c'est un acquis. Parce que moi je parle de patients que je connais depuis plus de 20 ans, 22 ans. Donc vous voyez, j'ai assez de recul avec ces patients et j'ai un bon résultat avec eux. Et quand on leur dit, en général, ils ont confiance au médecin, le médecin qu'ils voient tous les 3 mois, et quand on leur dit ne pas jeûner, en général, ils ne jeûnent pas. Puis il y a l'entourage aussi, les parents qui accompagnent le patient, la famille. Des fois, vous expliquez à une malade pendant une demi-heure, elle vous dit « j'ai rien compris ». Donc il y a son fils qui vient, on réexplique. Mais cette dame, je ne baisse jamais les bras. Je vais lui réexpliquer, lui redessiner pour qu'elle comprenne. Et après, elle dit « oui, je ne gênerai plus ». Vous pensez aujourd'hui, professeur Adjout, justement, est-ce que vous pensez qu'on a un problème de discipline chez nos patients ? Et est-ce que vous pensez que quelque part, ce n'est pas un échec de la prévention, si on en est là, si on dit à un patient de ne pas jeûner et qu'il jeûne quand même, comme on parlait tout à l'heure par exemple des diabétiques de type 1? Je ne pense pas que ce soit un échec de la prévention. Je crois que quand on prend nos patients et qu'on leur explique correctement le pourquoi du jeûne qu'il faut reporter ou ne pas faire complètement, je pense qu'ils le comprennent. Après, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et expliquer pourquoi, pour ce patient-là, le jeûne est assez dangereux. Alors, cette notion, justement, voilà, qui nous emmène un peu à cette difficulté à convaincre, mais ce n'est jamais impossible. Ce n'est jamais impossible. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a une éducation thérapeutique. Vous pensez qu'on fait suffisamment d'éducation thérapeutique? Est-ce que vous ne pensez pas quand même que nous ne faisons pas suffisamment de consultations, d'informations? J'espère qu'il y a suffisamment d'éducation thérapeutique. Moi, je préfère pas dire indiscipline pour les patients. Je préfère dire résistance. Voilà, il y a des résistances, Oui. Et dans ce cas-là, on va leur dire que toute personne qui sait compter son argent va pouvoir gérer une insuline. Toute personne qui sait compter son argent, il y a des choses très très simples. Et il faut par analogie leur dire que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut banaliser, éduquer, mais ça ne se fait pas en une consultation. Ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années même. Est-ce qu'il y a des niveaux de risque chez les malades? Alors, par exemple, des personnes qui ont déjà fait des hypoglycémies, des personnes qui ont déjà fait des AVC. Ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que l'interdiction est formelle? Ah bah oui, bien sûr. Chez les patients qui ont déjà fait des complications, l'interdiction pourrait être formelle. Hein. S'ils ne sont pas stabilisés. Exactement. S'ils ne sont pas stabilisés du point de vue équilibre tensionnel. Une personne qui a déjà fait un AVC, par exemple, ou une crise cardiaque. Tout dépend à quoi est dû son AVC. D'accord? Parce que l'AVC, ça peut avoir plusieurs étiologies. Si, un exemple, un malade qui a fait un accident vasculaire parce qu'il avait de l'athérosclérose sur les carotides, on a traité sa carotide, à distance il est équilibré, on peut l'autoriser au terme de quelques années, il adhère à l'hygiène de vie, on peut l'autoriser au bout de quelques années à faire le jeûne. Après, si c'est un patient qui est diabétique, hypertendu, compliqué, accident vasculaire en rapport avec son diabète et son hypertension artérielle, ça devient difficile de lui dire vous avez le droit d'observer le jeûne à partir de telle ou telle période. Donc c'est au cas par cas. Alors je vais vous rejoindre, chers invités, mais aussi chers téléspectateurs, à la rubrique Focus. Bonsoir Abbas. Bonsoir Monsieur Dan. Bonsoir. Alors vous nous parlez aujourd'hui des vertus du jeûne sur notre immunité, notamment anticancéreuse. Effectivement, nous allons parler des vertus de l'immunité du jeûne sur le système immunitaire, sur la santé en général. À chaque veille du mois de Ramadan, nous sommes rappelés des paroles de notre prophète Mohammed alayhi salatu salam, « Somu tasihu » jeûnez, vous serez en bonne santé. Ça a été un facteur motivateur pour nous tous les musulmans et pendant longtemps, nous avons essayé de comprendre le pourquoi de ces paroles-là. Le jeûne, effectivement, met au repos nos organes, le pancréas, le tube digestif lui permet au tube digestif de renouveler de l'émission prochaine. de renouveler sa flore intestinale à titre d'exemple, mais les dernières recherches ont mis au point un concept très très important qui est lié au jeûne, c'est le concept de l'autophagie. L'autophagie, c'est une forme de destruction de cellules qui sont défectueuses, comme les cellules cancéreuses, ce phénomène est directement lié au jeûne, siyam, qui est maintenu dans le temps, qui dure entre 8
et 16 heures et qui est répété dans le temps de façon cyclique. Ça a été primé par au prix Nobel en 2016 au grand chercheur biologiste Osumi, qui est affilié à l'Académie de technologie de biotechnologie de Tokyo et qui a mis en avant cette grande importance du jeûne, la pratique du jeûne cyclique dans la lutte contre le cancer et contre les proliférations cancéreuses. Nous sommes en droit de nous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que dans tous les pays musulmans, de toutes les façons, l'incidence des cancers reste aussi élevée, malgré que tous les musulmans pratiquent ce jeûne-là? Eh bien, il faudrait juste voir les habitudes alimentaires des musulmans, malheureusement, juste après le jeûne, qui s'adonnent à une très grande consommation de sucre. Le sucre étant le carburant numéro 1 des cellules cancéreuses. Nous savons que les cellules cancéreuses sont des cellules à haut métabolisme cellulaire qui consomment beaucoup de sucre. Nous allons manger beaucoup de sucre et nous allons effacer l'effet du jeûne. Ça, c'est l'exemple le plus simple à donner. C'est-à-dire que si notre religion nous a indiqué de pratiquer le jeûne pendant la journée, ce n'est pas pour prendre sa revanche pendant la soirée de manger, mais plutôt, comme vous l'avez si bien dit, Sarah, tout à l'heure, c'est un mois de jeûne, pas de consommation. Et c'est l'occasion pour rappeler à nos téléspectateurs l'importance de non seulement observer ce pilier de l'islam, mais de s'adonner à une éducation alimentaire qui est adéquate, basée sur un bon équilibre d'hydratation pendant la soirée, manger à sa faim sans excès, abandonner les sucres au mieux qu'il soit, tout en restant vigilant évidemment de tous les risques qui peuvent être liés à leurs problèmes de santé. C'est une occasion pour souhaiter aux Algériens et à tous les musulmans à travers le monde un Ramadan Moubarak. Et vous me tendez une perche, hein, merci, puisque c'est ma prochaine question justement, c'est ce poids culturel que nous avons. Le ramadan, c'est aussi une table bien garnie et des tentations auxquelles il est très difficile de résister. C'est peut-être l'occasion de rappeler le rôle de la famille qui doit être positif. C'est un moment où le partage doit prévaloir, où c'est vrai que c'est le moment où toute la famille va au même moment partager un repas, même si ça se fait dans les autres jours. Mais c'est vrai que Ramadan, on a tendance à des excès qui ne sont pas les bienvenus en termes de santé, hein, que ce soit en cas de maladie chronique ou même chez pour les sujets sains. Il est vrai qu'on voit des comportements et même une culture un peu déviante. Sherbet, je crois que c'était dans le reportage, je crois que c'est Dr Hamoutan qui en a parlé. La limonade et même tout ce qui est boissons énergétiques ne sont pas les bienvenus. Lorsqu'on voit tout ce qui est frit pendant Ramadan, ou bien la consommation d'œufs pendant Ramadan, les œufs, je trouve que c'est terrible. En termes de cholestérol ou bien de charge glucidique, où on jeûne, on a une hypoglycémie, en tout cas une glycémie un peu au ras des pâquerettes, et puis on a un coup de butoir comme ça au moment de l'iftar. Moi je trouve qu'il faut militer pour essayer de sensibiliser la société pour dire que il est de bon ton de proposer une fragmentation du repas. Fractionner les repas. Une le ftor par du lait ou du café ou même du thé, et puis ensuite dans un second temps revenir pour le souper. Et je trouve que ça serait bien qu'il y ait une sensibilisation. Ça se fait dans des régions du sud-est du pays. Du sud-est du pays, ça se fait au Maroc. Absolument, il y a un rapprochement culturel voilà, justement. Exactement. Et moi je trouve qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, parce que il y a même des comportements de gaspillage qu'on voit malheureusement fait Ramadan, et même sur le plan santé, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Justement, Dr Hamoutan, quel est le rôle de la famille? Comment peut-elle jouer un rôle positif lorsqu'on a un malade chronique, c'est-à-dire l'accompagner? Parce que c'est difficile de résister à la table de Ramadan, j'ai envie de dire, lorsqu'on est malade chronique et qu'on doit manger demi-sel, lorsqu'on ne doit pas manger sucré. Comment
doit-on faire? C'est très simple, Sarah. Vous savez que les enfants diabétiques que j'ai suivis pendant plus de 25 ans, 26 ans, ou les mamans qui sont diabétiques, le papa, la fille, il suffit. Le régime n'est pas un régime spécial pour diabétiques, c'est un régime pour la bonne santé. La maman doit servir de la même façon. Abolir les limonades. On est arrivé une année, je pense 2 ans avant le corona, où Alger, il y a eu Indefla, il y a eu des régions d'Algérie qui ont consommé le moins de limonade dans les wilayas. Et ça, c'est le jeu de la sensibilisation à la télévision, à la radio. Donc il faut continuer dans ce sens. D'abord, commencer par la vieille carafe posée sur la table, comme nous l'a toujours dit professeur Boudiba, de l'eau sur la Absolument. table. De l'eau et des fruits, pas de jus de fruits. Déjà commencer par ça. Donner la part belle à tout ce qui est naturel, en fait. Voilà. Et mélanger toujours, j'ai toujours éduqué comme ça mes patients, c'est moitié d'assiette, des fibres et des sucres lents, et mélangez votre assiette. Sinon, pour la shorba, la harira, la soupe, de la salade à côté, pourquoi pas. Et puis leur dire une chose très simple, est-ce que vous vous sentez mal quand vous mangez après le ftor? Ils vous disent tout. J'ai de la chaleur, je me sens pas bien, je peux rien faire, je suis très dynamique. Il faut dire que nous consommons quelque chose comme 4000 calories par repas, c'est énorme. Alors, je m'adresse à eux, je leur dis, mais vous vous sentez pas bien? C'est un signal d'alarme, vous n'êtes pas bien, votre corps vous demande, la digestion est trop forte pour votre cœur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme monter 2 étages et être essoufflé, donc le cœur, et quand vous leur dites ça, ils commencent vraiment à vous écouter. Comment définir un repas équilibré, professeur Adjout? Comment définir un repas équilibré? Pour les cardiologues, le repas équilibré, c'est une table sur laquelle il va y avoir fruits et légumes, en général 5 fruits et légumes, très peu de viande rouge, de préférence du poisson. C'est vrai qu'actuellement ça coûte très cher, même la sardine, ça coûte cher maintenant. De la viande blanche, éventuellement de la volaille. L'agneau, je ne vais pas dire qu'il faut le bannir, mais comme on dit souvent à nos patients, l'agneau, c'est pratiquement une fois l'année. Donc c'est de la viande maigre, c'est beaucoup de fruits et légumes sur la table, surtout pas de soda sur la table, pas de salière sur la table. D'accord? Et puis même la portion de pain devrait être un petit peu diminuée. Après, je pense, moi, qu'il faut profiter de l'occasion de Ramadan parce qu'on est tous autour de la même table et on partage tous le même repas. Il faut que ce soit le même repas pour tout le monde. Il n'y a pas de repas pour le chronique et le repas pour le non chronique. C'est la même ration. C'est-à-dire tout le monde mange demi-sel. Exactement. Et c'est une prévention. Ceux qui ne sont pas hypertendus, ils vont se protéger, ils ne vont pas développer l'hypertension artérielle ou alors elle va être repoussée. Donc c'est la meilleure façon de éventuellement faire admettre le repas du patient chronique. C'est partager son repas avec sa famille. C'est de toutes les manières une éducation à la santé aussi, professeur. Oui, professeur, alors on parle du rôle, pour rester un peu dans le rôle de la famille justement, alors le rôle de la famille aussi c'est un peu de surveiller peut-être cette personne en cas du jeûne, lorsqu'elle fait un malaise. Alors quels sont les signes qui doivent nous alerter en cas de malaise? Ça dépend de la pathologie. Si on parle de diabète, ça sera l'hypoglycémie avant le phtor et l'hyper après le phtor, donc les cétoses diabétiques. Mais il est vrai que à chaque fois qu'il y a malaise, quelle que soit la pathologie, bien sûr qu'il faut faire rompre le jeûne à la personne qui a eu ce malaise. Le rompre d'abord par l'hydratation, c'est la première chose qu'il faut faire. Et puis on sait maintenant que l'épreuve dont je parlais par rapport au jeûne, on sait qu'il y a des déficits comme ça qui s'installent du moins les premiers jours, où le déficit en magnésium et en potassium est très accentué. C'est ce qui fait par exemple qu'on a des maux de tête. Oui. Et donc il y a un nom anglo-saxon qui est donné à ce qu'on ressent tous les premiers temps, les premiers jours, c'est le kétoflux. Ça veut dire que c'est vraiment un syndrome grippal. On a même des frissons, nausées, irritabilité, on peut même vomir les premiers jours en fin de journée. Et il est vrai que ce type de malaise est beaucoup plus fréquent chez les malades chroniques. Et à partir de là, à chaque malaise, il faudra réhydrater, demander aux patients de boire. Et puis ensuite, donner des fruits secs de préférence parce que très fortement chargés en fibres et en électrolytes pour ça, et puis surtout le sucre. Même le diabétique qui fait un malaise, on ne sait pas si c'est une hyper ou une hypoglycémie, il faut d'abord sucrer, puis ensuite réfléchir. Quel que soit le type de malaise, lorsqu'on rencontre une personne diabétique qui tombe dans les pommes,
dans tous les cas, c'est réhydratation et sucre, et puis ensuite acheminement vers le centre d'urgence le plus proche. Oui. Docteur, rappelons les signes qui doivent nous alerter pour les diabétiques. Alors, les sensations, par exemple, d'hypoglycémie, c'est de la pâleur, des frissons, des palpitations, troubles visuels, soit je vois trop l'écriture en gros, ou je la vois vraiment, soit je rapproche, soit j'éloigne pour lire, ou c'est les autres personnes qui remarquent ça. Et bien sûr, si vraiment ils doutent une hypoglycémie, parce qu'il y a des gens qui ont une sensation d'hypoglycémie, c'est pas une hypoglycémie. Il faut que la glycémie soit inférieure à 0,70. L'hyperglycémie, c'est aller aux toilettes tout le temps, avoir soif, être pâle aussi, et être très fatigué, très asthénique. Voilà. Et vraiment, l'exagération et le risque vraiment du coma acidocétosique, c'est l'odeur de la pomme rainette, c'est-à-dire l'odeur de l'acétose. On la sent, c'est mais c'est plus grave, c'est vraiment une odeur. Là, c'est vraiment le risque pour le patient. Oui. Voilà. Professeur Hadjout, est-ce qu'on peut dire finalement que le ramadan est un pourvoyeur de malades chroniques? Est-ce qu'à la fin du ramadan, par exemple, on voit plus de malades chroniques que dans le reste de l'année? Enfin, vous voulez dire qu'ils se déclarent de complications? Non, les pathologies. Ou alors des maladies qui se déclarent pendant le ramadan? Pas particulièrement. On ne fait pas particulièrement un nombre de diagnostics plus important de pathologies chroniques pendant le ramadan. Ce qu'on peut voir, ce sont les complications de ces pathologies chroniques. Il est vrai que parfois, certains patients ont des hypertensions artérielles méconnues et qui vont, pendant la période de ramadan, décompenser. Ou alors, ils ont une cardiopathie quelconque qui n'est pas connue et pendant cette période-là, compliquée. Mais on n'a pas particulièrement de découverte de pathologies chroniques pendant le ramadan. Oui. Vous êtes d'accord, professeur Laraba? On ne voit pas plus de consultations? Le risque, c'est que, bien sûr que si on recommande aux patients de ne pas jeûner et ils jeûnent, bien sûr que le risque est plus grand d'avoir des complications. C'est pour cela que chez les jeûneurs qui présentent un risque d'avoir des complications, bien sûr qu'on va avoir, surtout la deuxième quinzaine de Ramadan et même les jours de l'Aïd, donc la quinzaine qui suit le mois de Ramadan, il y a des complications, des décompensations, une situation qui était stable, qui était stable, que ce soit pour l'hypertension ou bien l'insuffisance cardiaque, en tout cas des cardiopathies, ou bien même stable sur le plan métabolique, va se déstabiliser et provoquer une complication qui mène aux urgences. Oui. Il est vrai qu'on se retrouve avec des urgences un peu plus, j'allais dire, métaboliques et même cardiologiques pendant cette période de Ramadan et même juste après Ramadan. Oui. Parce que des personnes qui devaient ne plus jeûner, ne pas jeûner, se retrouvent à provoquer ce type de complications par leur... Oui, merci beaucoup. Cette émission arrive à son terme. On retiendra qu'il faut consulter son médecin traitant et puis qu'il ne faut pas adapter non plus les horaires des médicaments par son propre chef. Il faut toujours revenir à son médecin traitant. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle juste que l'émission sera le mardi, donc pendant le Ramadan. Je vous revois mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.